dans l'imaginaire collectif des Français, Charles de Gaulle reste l'homme providentiel même plus de 50 ans après sa mort. De nombreux politiques se revendiquent encore aujourd'hui de son héritage. Chaque instant de sa vie, chacune de ses réactions démontre qu'il est impossible d'influencer le cours de l'histoire sans une lucidité, une énergie, une ténacité, voire un entêtement hors norme. Vous écoutez De Gaulle, Histoire d'un géant, épisode 1. Avril 1969. Colombelle et deux églises. Ultime étape, acte final d'une vie exceptionnelle. Maintenant, après son échec au référendum et sa brutale démission, Charles de Gaulle se retire dans une solitude orgueilleuse à la Boisserie, sa demeure familiale. Ici, il va lutter contre le temps pour écrire ses mémoires d'espoir, livrer ses ultimes pensées. Ces journées consacrées à l'écriture seront seulement interrompues par 3 promenades méditatives, à heure fixe, dans le silence du parc. Cet homme au crépuscule de sa vie rentre dans la légende au terme d'une existence faite de combats et de bruit, porté par la certitude qu'il avait un destin et qu'il l'a accompli. Tout a commencé à Lille, le 22 novembre 1890, car, pour respecter une tradition familiale, les enfants devaient voir le jour auprès de leur grand-mère. Charles grandit entre 3 frères et une sœur. Pour ses parents, la France éternelle transcende la République. L'argent est méprisable par rapport aux valeurs de l'esprit et le patriotisme est non négociable. On lit Péguy, Bergson, Maurras, Barrès et d'autres. Je savais que j'avais un destin. Mes parents m'ont montré la route. Mon père, un homme de grande culture, m'a fait comprendre l'histoire et ses tumultes. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse. Elle m'a transmis le goût du risque et de l'abnégation. Bien que turbulent et d'un caractère difficile, le jeune Charles est imprégné de ses principes moraux. C'est un lecteur passionné, d'Adolphe Thiers à Jules Verne. Sa sœur raconte que dans leur jeu d'enfant, son frère voulait toujours être roi de France. Chez le jeune Charles, l'ambition est précoce. À 15 ans, il a imaginé qu'un jour il sauverait la France. Il écrira « La France s'est faite à coups d'épée ». C'est donc dans l'armée qu'il pense être le mieux placé pour servir son pays. À 19 ans, il est reçu au concours de Saint-Cyr. Mais il est allergique à la routine de la vie de la caserne et aux corvées. En raison de sa forte personnalité et de sa haute silhouette, il est déjà surnommé le connétable. Il impressionne par sa culture et l'ambition de ses projets. En 1912, lorsqu'il sort 13e de sa promotion de Saint-Cyr, les commentaires de ses supérieurs sont élogieux. A beaucoup de moyens, de l'énergie, du zèle, de l'enthousiasme, du commandement et de la décision. Alors qu'il peut accéder à des unités plus prestigieuses, il choisit curieusement d'intégrer le 33e régiment d'infanterie cantonné à Arras. Le colonel qui commande ce régiment, un certain Philippe Pétain, a 56 ans. Son non-conformisme, son caractère abrupt, irrite la hiérarchie militaire. Les 2 hommes s'apprécient et tissent des liens de complicité. Leur relation prend même des tournures plus privées. Plus tard, De Gaulle fera cette confidence à un journaliste. « Il aimait les femmes comme on les aime à 50 ans, et je les méprisais comme on les méprise à 20 ans. C'est-à-dire que nous en parlions tout le temps. » La Grande Guerre va révéler Pétain, promu général de brigade, puis maréchal. En novembre 1918, il deviendra pour tout le pays le héros de Verdun. La Grande Guerre a permis à Philippe Pétain de rencontrer la gloire. Elle ne fut pour moi que frustration, impatience et colère. Je voulais me battre et je n'étais qu'un soldat inutile. La pire des situations.
En effet, dès le début de la guerre, le jeune lieutenant de Gaulle s'est lancé dans le combat avec fougue. 3 blessures ne l'empêchent pas de repartir au front. Et finalement, il est fait prisonnier. Il multiplie les tentatives d'évasion. Il est enfermé au fort d'Ingolstadt, réservé aux récidivistes, et reste 32 mois à se morfondre dans le silence des prisons. Il noircit des carnets où il suit de loin l'évolution des combats. Il déverse sa colère contre la hiérarchie, fulmine contre le pape qui a des penchants pour l'ennemi. Il qualifie le gouvernement d'épicier. Dans une lettre adressée à sa mère, il décrit sa situation de captif comme un lamentable exil. Libéré après l'armistice, il demande immédiatement à partir en mission pour soutenir les Polonais qui se battent contre les Soviétiques. Instructeur, le capitaine de Gaulle est chargé de la formation des officiers, puis conseiller militaire. Il ne se sent plus un soldat inutile et invisible. En effet, lors de son retour à Paris, le jeune capitaine devient professeur à Saint-Cyr. Souvent glacial, distant ou gouailleur, il subjugue son auditoire et inspire des caricatures. Il est reçu à l'école de guerre, mais il reste peu malléable, souvent critique. Un tel état d'esprit irrite. De plus, dans son premier livre, La discorde chez l'ennemi, il conteste le haut commandement et le rôle des militaires. Ses écrits le privent d'une mention très bien. L'encadrement commente. Officier cultivé et sérieux, brillant et doué, gâte malheureusement d'incontestables qualités par son assurance excessive et son attitude de roi en exil. Roi en exil. Ces cons de l'école de guerre. L'autorité ne va pas sans le prestige et le prestige sans l'éloignement. J'avais décidé de ne revenir dans cette sale boîte qu'en qualité de commandant de l'école. En 1920, la trentaine passée, il songe à fonder une famille. Selon les habitudes du milieu et de l'époque, une rencontre est arrangée. Elle est organisée en secret par la famille Vendroux. Leur première sortie est au Grand Palais, au Salon d'automne, pour voir l'œuvre de Kees van Dongen. La femme en bleu. Charles est séduit par le charme d'Yvonne Vendroux. Ils se plaisent. Ils se marient le 7 avril 1921. Elle a 20 ans et elle sera à ses côtés pendant 50 ans. Elle est sa lumière et son ombre. Pour vous, Yvonne, sans qui rien ne se serait fait, écrira de Gaulle quand il lui adressera ses mémoires d'espoir. La discrète Yvonne, tante Yvonne, comme la surnomment les Français, cultive la simplicité et se tient à bonne distance. Bien que présente sur de nombreuses photos et films, elle ne donne jamais aucun entretien, et le grand public ne connaît pas le son de sa voix. Paradoxalement, elle sera l'une des premières dames à véritablement jouer un rôle médiatique. En arrivant à l'Élysée, elle s'exclame « Désormais, il va nous falloir vivre en meublé ». Elle n'aime pas le lieu et dira au président des États-Unis Eisenhower « Tout le monde y est chez soi, sauf nous ». Pendant 10 ans, Yvonne de Gaulle mène au palais de l'Élysée un train de vie simple et mesuré. Elle met un point d'honneur à régler les factures privées. Elle incarne une forme d'ordre moral. Cependant, à propos de la pilule, lorsque Charles de Gaulle s'indigne à l'idée qu'on puisse rembourser la bagatelle, sa femme intervient pour le convaincre de l'importance de la loi Neuwirth qui autorise ce contraceptif. Pour mieux comprendre la personnalité d'Yvonne de Gaulle, il faut rappeler le drame qui a frappé le couple. Anne, la benjamine de la famille, est porteuse d'une trisomie 21. Avec cette naissance,
la vie d'Yvonne et de Charles est bouleversée. Accompagnés de leurs 2 autres enfants, Philippe et Élisabeth, ils vont veiller sur Anne avec amour. La famille traversera les épreuves de la guerre avec cette déchirante responsabilité. Charles de Gaulle manifeste une tendresse infinie pour la fillette. Pour la protéger de l'indiscrétion du public, la famille s'est installée en 1934 à Colombey-les-Deux-Églises, dans une demeure entourée de hauts murs qu'il dénomme la Boisserie. C'est là qu'en 1948, Anne meurt d'une pneumonie dans les bras de son père. Elle venait d'avoir 20 ans. Le jour de ses obsèques, il chuchote à l'oreille d'Yvonne « Maintenant, elle est comme les autres. » Cet enfant infiniment délicat a contribué à forger la personnalité de Charles de Gaulle. Il confie « Anne était aussi une grâce. Elle m'a aidé à dépasser tous les échecs et tous les hommes, à voir plus haut. » En dépit de la vie mouvementée de Gaulle et de la fragilité d'Anne, la famille restera toujours unie. Ainsi, en 1929, alors que la fillette n'a qu'1 an, ils partent s'installer au Liban, car le régiment du jeune commandant est dissous et il accepte d'aller servir à Beyrouth. Ce voyage est une expérience forte pour de Gaulle. Il y acquiert alors la conviction que leur culture et leur histoire, très éloignées de la nôtre, pousseront inexorablement ces peuples à vouloir s'émanciper. Il estime qu'il faudra un jour employer la force ou partir. En 1932, il rentre à Paris et il publie Le fil de l'épée. L'auteur prédit un futur conflit européen et affirme l'importance du sentiment national, de l'ardeur de l'armée et du prestige du chef. Il écrit « Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. » 2 ans après, en 1934, de Gaulle publie un second livre, Vers l'armée de métier. Il martèle sa conception du chef. Il faut qu'un maître apparaisse, serviteur du seul État, dépouillé de préjugés, dédaigneux de clientèle, pénétré de larges desseins, assez grand pour une grande œuvre. Déjà apparaît le peu de cas qu'il fait des partis politiques. Il traite aussi des nouvelles armes mécaniques. L'Allemagne s'est lancée dans la fabrication massive d'une force blindée. De Gaulle l'a vu avec effroi, car il a compris le rôle offensif des chars. Il engage une croisade pour que l'armée française se dote des mêmes armes. Pour tenter de se faire entendre, il oublie son amour-propre, hante les antichambres des ministères et les rédactions des journaux. Ses interlocuteurs ricanent et le surnomment le colonel Motors. Philippe Pétain dénonce des fantasmagories. Seul Paul Reynaud, député de Paris, leader du centre droit, se rallie aux thèses de Gaulle. Comment se faire entendre par des marionnettes politiques sûres d'elles-mêmes? J'avais des idées sur la façon de rénover notre défense nationale et si on m'avait écouté, on aurait évité le désastre et probablement tué l'entreprise d'Hitler dans l'œuf. La guerre éclate le 3 septembre 1939, quand les Allemands envahissent la Pologne. Commence alors la drôle de guerre. Pendant 8 mois, les troupes françaises et anglaises restent dans l'attente de l'affrontement. Et en janvier 1940, de Gaulle tente le tout pour le tout. Sans respect pour les usages, il adresse à 80 personnalités un mémorandum annonçant le caractère mondial du conflit et il plaide pour l'utilisation des forces mécaniques, les véhicules blindés et l'aviation. Le 10 mai 1940, l'Allemagne prend l'initiative de l'assaut. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair, une guerre où la vitesse de mouvement bouscule les conceptions archaïques de l'état-major français.
les armées nazies, fortes de leur aviation, de la puissance et de la rapidité des véhicules blindés, déferlent sur la France. Le colonel de Gaulle, à la tête de la 4e division cuirassée, remporte de beaux succès. À Abbeville et à Montcornet, il stoppe un temps l'avance allemande. Ces faits d'armes symboliques confirment l'efficacité des forces blindées et la validité des thèses de Gaulle. Il écrit à son épouse le 24 mai 1940. « Ma chère petite femme chérie, toujours la bagarre, mais les choses de mon côté ne vont pas mal. Je suis général depuis hier. » Cependant, les armées hitlériennes ne cessent de progresser. Le 5 juin 1940, De Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce poste modeste va donner aux militaires une légitimité politique qui sera utile dans ses relations avec les Anglais. Dans le gouvernement, Pétain plaide déjà en faveur d'un armistice. Le 9 juin 1940, De Gaulle se rend à Londres pour sa première rencontre avec Winston Churchill, nouveau Premier ministre, partisan de la lutte à outrance. À son retour, alors qu'un immense exode se déroule en direction du sud et que des millions de Français fuient sur les routes encombrées, De Gaulle apprend que le gouvernement va quitter Paris. Le 14 juin, la capitale est investie par les troupes nazies. Hitler s'y rendra quelques jours plus tard. Les ministres sont repliés à Bordeaux. De Gaulle envisage déjà de continuer le combat à partir de l'Afrique du Nord. Il dit à ses interlocuteurs anglais que, pour lui, Pétain et le commandant en chef des armées, le général Weygand, sont des traîtres. Le 16 juin au soir, Paul Reynaud démissionne. Le vieux maréchal Pétain est désormais au pouvoir. Tôt le 17 juin, De Gaulle quitte Bordeaux à bord d'un avion britannique. Churchill dira que ce petit avion emporte l'honneur de la France. Pour la France et Charles de Gaulle, ce voyage est un tournant historique. La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous survolions la forêt de la Bretagne en flammes. Je risquais de ne plus jamais revoir ma mère très malade, et j'étais inquiet pour Yvonne et les enfants menacés par l'invasion allemande. Le maréchal Pétain fera condamner à mort le général rebelle. À Londres, De Gaulle va travailler en étroite relation avec Churchill. Les rapports entre les deux hommes seront toujours difficiles, orageux, passionnés. Le culte qu'ils portent à leur pays ne facilite pas les compromis. De Gaulle a dit à ses premiers compagnons que ses objectifs étaient de défendre les intérêts de la France, au besoin contre ses alliés. Hors norme, nourri d'histoire, le français et l'anglais ne donnent leurs mesures que dans l'adversité. Circonstance aggravante, la relation est déséquilibrée. Churchill se trouve en position de force, alors que De Gaulle est entièrement dépendant. Mais leur commune et farouche volonté d'abattre Hitler soude leur entente. Churchill offre des bureaux aux Français à Londres. Dès le 19 juin, Yvonne de Gaulle réussira à rejoindre son mari avec ses enfants. Les Anglais ne connaissent pas de Gaulle. Aussi Churchill imagine un reportage sur le couple. Et le général doit se plier à une séance photographique, un exercice qu'il déteste. Il veut me vendre comme une savonnette. Le 17 juin 1940, Pétain s'adresse aux Français.
À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. De Gaulle s'insurge et sans délai, il prépare l'appel à la résistance. Le lendemain, 18 juin, il s'exprime dans un studio de la BBC avec le feu vert de Churchill. Il déclare « L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. » En France, peu de gens l'entendent et l'appel n'est pas enregistré. Le 22 juin, Pétain signe l'armistice avec Hitler. Le jour même et les jours suivants, le général réitère ses convictions sur les ondes de la radio anglaise. Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Quelques jours après, les Britanniques anéantissent la flotte française basée dans la rade de Mersel-Kébir en Algérie par peur que les Allemands s'en emparent. « 1380 militaires français périssent dans cette attaque. De Gaulle n'a pas été consulté, ni même prévenu. Il se trouve en porte-à-faux, coincé entre la raison et le cœur. Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur et avec colère que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. Leur destruction n'est pas le résultat d'un combat glorieux. Il enrage d'avoir été tenu à l'écart de la décision, mais reste loyal envers les Britanniques. Le général est convaincu que les colonies françaises africaines sont un point d'appui essentiel dans le combat. C'est un grand bout de France non occupé. Pour mettre la main sur Dakar, qui est la capitale de l'Afrique occidentale française, il décide d'organiser un raid avec l'appui de la marine anglaise. Devant Dakar, la flotte est reçue à coups de canon et l'opération échoue. De Gaulle est très affecté par cet échec. Mais le soutien de Churchill ne faiblit pas. Il est vrai que l'affaire était mal préparée. La brume et la mauvaise topographie des lieux ont contrarié l'effet de puissance de notre flotte. La France de Vichy a tiré sur les marins de la France libre. J'ai ressenti les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement la maison. De Gaulle a vacillé. Le fiasco de Dakar va pourtant renforcer sa détermination. Il prend la décision de se diriger vers Brazzaville, alors sous la tutelle de Vichy. Sa pugnacité est récompensée. Très vite, les ralliements se multiplient et l'épopée de la France libre commence. Churchill a reconnu de Gaulle comme le chef des Français libres qui parle au nom de son pays. La France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend. Un seul combat pour une seule patrie. Dès l'été 1940, Churchill et de Gaulle se voient souvent. Mais les accrochages se multiplient et les tensions s'exacerbent. Quand les Britanniques ménagent Vichy, de Gaulle est intransigeant et irrite Churchill qui est tenté de l'écarter. « Vous dites que vous êtes la France, vous n'êtes pas la France.
Je ne vous reconnais pas comme la France. Au lieu de faire la guerre à l'Allemagne, vous avez fait la guerre à l'Angleterre. » Les entretiens entre les deux hommes prennent parfois des formes si violentes que les interprètes ahuris confieront avoir été en présence de deux fous. Cependant, la rupture n'interviendra jamais. À Vichy, Pétain entame la collaboration avec l'Allemagne. Les Français chantent « Maréchal, nous voilà ». Ils sont nombreux à soutenir Pétain, à l'acclamer. Maréchal, nous voilà. Et certains, bras tendus, lui prêtent serment de fidélité. Jusqu'au printemps 1941, la résistance ne résulte que d'initiatives non coordonnées venant de tous les horizons politiques. Les réseaux se constituent peu à peu. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en juin 1941 change la situation. Désormais, les communistes vont fournir des bataillons à la résistance. De Gaulle considère que l'unification de la résistance est une priorité absolue. Ce travail sera l'œuvre du préfet Jean Moulin, radical de gauche. Les deux hommes s'entendent dès leur première rencontre. De Gaulle a besoin de rassembler les Français, quelle que soit leur sensibilité ou leur engagement politique. Jean Moulin va représenter De Gaulle dans la zone non occupée. Il est parachuté en Provence le 1er janvier 1942 et se met à l'œuvre. Les résultats sont rapides. Les divers mouvements reconnaissent l'autorité du général. Pierre Brossolette, également envoyé en mission en France, est méfiant à l'égard des communistes. Il redoute le retour des anciens partis politiques. Mais Moulin convainc De Gaulle qu'il en a besoin. Le 27 mai 1943, dans Paris occupé, Jean Moulin, représentant du chef de la France libre, préside la première réunion du Conseil national de la résistance. Les représentants des partis y siègent également. L'événement est historique. Jean Moulin, dénoncé, arrêté, torturé, disparaît le 8 juillet 1943. Pierre Brossolette sera aussi arrêté et torturé par la Gestapo. Le 22 mars 1944, il se suicide pour ne pas parler. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Les deux hommes reposent désormais au Panthéon. La voix de Malraux accompagne Moulin. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. De Gaulle, Histoire d'un géant est un podcast coproduit par Initial Studio et Martange, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Martange. Réalisé par Jean-Pierre Cotet et écrit par Jean-Pierre Cotet, Patrice Duhamel et Éric Roussel. Les monologues sont écrits par Yves De Gaulle. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la voix de Morgane Perret.